Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, nous recevons Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast En Toute Confidence. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Olivia Richard, première question. Vous êtes sénatrice depuis plus d'un an et l'actualité politique en 2024 a été plutôt mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel regard portez-vous sur ces derniers mois au Sénat ? Bon, écoutez, c'est pas totalement fini. On apprend qu'il y aura l'examen d'une autre motion de censure la semaine prochaine. Donc, j'aime votre optimisme qui appelle à une certaine stabilisation. J'espère que ce sera le cas. Mon regard a été un petit peu désemparé après la nomination d'un 4e gouvernement en 15 mois d'élection, faisant le constat qu'il était quand même très compliqué de m'acquitter de mes missions constitutionnelles qui, comme vous le savez, outre le vote de la loi, sont le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Quand les interlocuteurs changent ou restent en fonction le temps de gérer les affaires courantes, c'est compliqué d'obtenir des réponses ou de sensibiliser sur telle ou telle question. Et a fortiori, s'agissant des Français de l'étranger, qui restent très méconnus tant au Sénat qu'au gouvernement, lorsqu'il faut tous les 2 ou 4 mois reprendre son bâton de pèlerin pour expliquer les spécificités et essayer de démonter les idées préconçues qui restent tenaces s'agissant des Français de l'étranger. Voilà, c'est pas décourageant parce que ce sont des défis importants qui nous mobilisent quotidiennement, mais on aspire à une stabilité qui est indispensable. Alors j'aurais une question tout à l'heure justement sur la nécessité d'expliquer l'action pour les Français de l'étranger. Mais d'abord revenons sur cette séquence qui semble se terminer et vous me disiez que j'étais plus optimiste que vous. Partons du principe qu'elle va se terminer avec ce vote du budget. Vous avez d'ailleurs alerté sur une baisse de dernière minute voulue par le gouvernement sur les crédits pour l'action extérieure de l'État. Quelles vont être les conséquences directes de cette diminution de crédits pour les expatriés ? Écoutez, je serais bien en peine de vous le dire, car le problème de tout ceci, c'est que la façon dont ça se fait ne permet pas au Parlement de faire son travail, dans la mesure où un amendement a été examiné et rejeté au Sénat, qui prévoyait cette baisse supplémentaire de 50 millions des crédits de l'action extérieure de l'État, donc du Quai d'Orsay. Nous l'avons rejeté, puis nous avons appris ce week-end qu'il était réintégré par la commission mixte paritaire. Qu'est-ce que c'est une commission mixte paritaire ? C'est un organe assez méconnu du grand public et qui néanmoins est très important puisque c'est une commission qui réunit 7 députés et 7 sénateurs, ce qui permet au Sénat d'avoir un poids accru numériquement et qui a pour mission de trouver un texte commun lorsqu'il y a des accords entre les deux chambres. Et cette CMP sur le projet de loi de finances pour 2025 a été absolument décisive, puisque c'est elle qui était chargée de trouver un texte qui n'encourrait pas la censure de l'Assemblée nationale. Et néanmoins, même les collaborateurs des groupes, des partis ou des sénateurs ou des députés n'y sont pas admis. Donc vous mesurez, non pas la confidentialité de ce qui se passe, mais quand même. Et donc on ne sait pas trop pourquoi, qui, quand, quoi a remis cet amendement prévoyant 50 millions supplémentaires. Vous dites que c'est à la demande du gouvernement, je nuancerai un tout petit peu cela, car c'était plutôt de Bercy, et Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, avait clairement pris position contre lors de nos débats en hémicycle, et j'avais eu l'occasion de soutenir ces arguments contre la commission des finances du Sénat, qui en était à l'origine. Et donc, quelles conséquences ? Moi, j'en sais rien. À partir du moment où le ministre avait pris la parole pour dire « le réseau n'a pas les moyens d'absorber de telles coupes, nous sommes à l'os », il y a eu trop de coupes, nous sommes le budget qui fait le plus d'efforts comparativement à notre poids dans le budget, puisque 10% des coupes étaient déjà absorbées par le Quai d'Orsay contre 1% pour son poids général dans le budget. On peut pas faire face, surtout ne votez pas ça. Une fois que ça a été réintroduit en CMP, j'en ris, mais c'est un peu désespéré parce que je ne sais pas où ils vont prendre les crédits. De ce qu'on a compris, le principal programme qui absorberait les nouvelles coupes, c'est la diplomatie française et le ministère. C'est-à-dire la voix de la France sur la scène internationale, c'est pas rien.
on a l'air de comprendre que ce ne seront pas tellement les programmes affectant très directement les Français de l'étranger. Néanmoins, par exemple, tout ce qui est crédit diplomatie féministe, sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de développer un consulaire féministe, ce qui est un axe d'engagement très fort de mon mandat. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, les prochains mois le diront. Et l'Assemblée des Français de l'étranger qui se réunit en mars permettra peut-être d'avoir déjà des pistes un peu plus poussées. Olivier Richard, vous le disiez en introduction de ce podcast, vos collègues sénateurs des Français de l'étranger nous rapportent que le sujet expatrié reste très mal connu des parlementaires. Que faire pour améliorer cette connaissance et donc mieux légiférer pour nos expatriés et obtenir aussi les budgets nécessaires? Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, car sinon elle aurait été trouvée depuis bien longtemps. Je vous rappelle qu'il existe des sénateurs des Français de l'étranger depuis 1946. Le Sénat, jusqu'à la création de députés des Français de l'étranger par une ordonnance, et les premières élections ont lieu en 2012, donc ça reste assez récent, mais jusqu'alors, le Sénat était la maison des Français de l'étranger. Et je ne peux pas expliquer clairement la raison pour laquelle nous avons tant de mal à sensibiliser sur les Français de l'étranger. Ça n'est pas un défaut d'action. Je ne rate jamais une occasion de rapporter les débats que nous avons ici, et à 99% ne concernent pas directement les Français de l'étranger, mais je ne manque jamais l'occasion d'essayer de sensibiliser mes collègues sur l'impact que ça peut avoir, ou la traduction que ça peut avoir sur nos compatriotes résidant hors de France. Et je ne suis évidemment pas la seule à le faire. Ajoutons à cela que je ne connais pas un seul de mes collègues qui ne soit jamais venu voir l'un d'entre nous pour dire « j'ai un ami, une nièce, un enfant, quelqu'un qui vit à l'étranger et qui rencontre tel ou tel problème ». Et donc, on voit bien que tout le monde connaît un Français à l'étranger. Et tout le monde, même ici, sait que les Français de l'étranger ne sont pas les exilés fiscaux qu'on imagine, les gens qui désespèrent de la France qu'on imagine, les gens qui souhaitent couper tout lien, comme on peut le redouter. C'est une réalité très diverse, et que chacun des sénateurs qui siègent en ce moment a l'occasion de mesurer. Et pourtant, s'agissant notamment, et je pense à un débat récent qui a eu lieu dans l'hémicycle à l'occasion de l'examen du financement de la sécurité sociale. Un député LR, que je ne nommerai pas, a réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale un amendement qui était tellement nul et décalé que je ne pensais pas qu'il arriverait au Sénat, et néanmoins il est arrivé, pour dire d'une part les retraités du système français à l'étranger doivent aussi contribuer au redressement des finances publiques, donc on va les taxer davantage. Et d'autre part, comme c'est des fraudeurs, on va tous les obliger à comparaître au moins une fois par an devant un consulat pour attester de leur existence. C'est tellement mal connaître la réalité des retraités français à l'étranger que c'en était presque drôle. Et néanmoins, lorsque je suis allée sensibiliser la rapporteure générale du budget de la sécurité sociale au Sénat, qui se trouve être dans le même groupe que moi, l'Union centriste, la rapporteure spéciale de la commission des affaires sociales, une sénatrice qui s'appelle Pascale Gruny, quand je leur ai expliqué, mais attendez, vous n'y pensez pas, la comparution obligatoire, c'était pas obligatoire, c'était une faculté. Et ça a existé jusqu'en 2019 et ça a été arrêté parce qu'on n'a pas les agents à mettre en face des gens. Donc le ministère n'a pas les moyens de faire ce que vous voulez et qui du reste ne ressort pas de la lutte contre la fraude, mais bien du service public. Et bien ça, c'est vous essayez de le remettre, c'est pas possible. Et ensuite les taxes, c'est plus compliqué. Les retraités français n'ont pas systématiquement accès à la sécurité sociale. Lorsqu'ils l'ont, ils payent déjà la COTAM. Bref, vous connaissez pas le sujet, pourquoi vous faites ça? Et on m'a répondu, non, on en a marre de la fraude, et c'est vrai que tout le monde doit contribuer. Donc, bon, il y a eu un débat en hémicycle, j'ai pu, comme d'autres, y prendre la parole pour défendre les pensionnés français, mettre en avant ce qui existe déjà depuis juin, qui est déployé par le GIP Union Retraite, qui est les certificats biométriques, et dire que des choses qui étaient demandées dans l'amendement, qui était retoqué par la Commission des affaires sociales, mais pas assoupli, des choses étaient déjà mises en œuvre. Finalement, c'est un sous-amendement du gouvernement qui actait dans la loi ce qui existe déjà, qui avait été adopté, et tout ça pour conclure que la CMP a supprimé la disposition telle que débattue par les deux chambres. Donc,
On a du mal à lutter contre les images préconçues. Tout ce qui est étranger au sens autre et différent, on a du mal à avoir de l'empathie pour. Et donc, il faut sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage et sans cesse expliquer la réalité, les réalités très diverses de nos compatriotes et s'en faire le porte-voix. C'est notre mission principale. C'est la seule qui ne soit pas expressément dans la Constitution, mais notre première fonction, c'est de représenter, c'est de parler pour, et nous n'avons de cesse les uns et les autres de le faire. Olivier Richard, vous suivez particulièrement la lutte contre les violences faites aux femmes concernant nos Françaises à l'étranger. Comment souhaitez-vous faire évoluer la prise en charge des victimes, surtout que les financements publics, du coup, ne seront sans doute pas au rendez-vous? Vous disiez tout à l'heure que ça allait certainement peser sur la diplomatie féministe. Le sujet est voisin. Le sujet est complètement intrafamilial, pour reprendre un vocable propre à la lutte des violences intrafamiliales. Oui, c'est un domaine sur lequel je suis particulièrement active pour être à la fois membre de la commission des lois du Sénat et membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. À force d'audition, à force de lecture des différents rapports qui ont été faits par mes collègues, et notamment celui de Dominique Vérien, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, et qui a fait un rapport qui s'appelle le Rouge vif, pour les rouges comme les violences intrafamiliales. Et ce plan décline un certain nombre d'actions, et je me suis rendu compte que, premièrement, on parlait pas vraiment des victimes françaises à l'étranger. Que un événement, j'ai pu entendre la satisfaction du ministre de l'époque qui expliquait que 120 femmes avaient pu être aidées par le réseau en 2023. Rapporté au nombre possible de femmes françaises à l'étranger, c'est dérisoire. Donc, il y a un chiffre noir. Donc, il faut faire quelque chose. Parce que des dispositifs sont identifiés et fonctionnent en France, il faut réfléchir à leur application à l'étranger. Vous parlez de financement et qui vont faire défaut. J'ai pas attendu le vote de ce week-end pour être consciente du problème de l'argent. Donc, il faut réfléchir autrement. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. La première, c'est détecter les violences et les victimes possibles à l'étranger. Pour ça, il faut déjà essayer d'enquêter, d'étudier les populations qui peuvent être concernées. Et là, on se rendra compte évidemment que les réalités sont très, très différentes. Ça peut aller du mariage forcé jusqu'à la femme d'expat qui vit pratiquement enfermée à l'étranger pour ne même pas avoir un compte bancaire, pour ne même pas avoir un visa en son nom propre et être dans une dépendance telle qu'elle ne peut pas se sortir d'éventuelles violences psychologiques, administratives ou économiques. La deuxième chose qu'il convient de faire, c'est de développer un modèle qui marche très bien, et je tiens à saluer celle qui en fait la promotion et qui l'a fondée, qui s'appelle Chloé Vialard, qui est une avocate du barreau de Paris, installée à Singapour avec sa famille, et qui, depuis plus de 3 ans, anime le Women Support Center en partenariat avec l'ambassade de France, les autorités singapouriennes et le tissu associatif local. C'est un modèle qui ne coûte rien, qui fait appel à des bénévoles avocats du barreau de Paris, en lien encore une fois avec l'ambassade de France, et qui permet la mise en place d'une permanence qui accueille les femmes victimes de violences intrafamiliales à Singapour. Ce modèle-là est très pertinent parce que il permet une prise en charge holistique, c'est-à-dire complète, de la victime de violence de façon tout à fait sécurisée et très adaptée aux réalités et aux droits locaux. Ce modèle-là, qui a inspiré le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est déjà à l'étude pour être répliqué ailleurs. Il pourra s'appuyer sur quelque chose qui s'appelle la Maison des femmes, dont l'objectif est d'être étendu à tous les départements en France, et qui a ce même principe de proposer un accompagnement complet, c'est-à-dire médical, social, accès à l'IVG, éventuellement réparation pour les violences, pour les mutilations génitales,
juridiques, dépôt de plainte au même endroit, unité de lieu et de temps, parfois cours de français, parfois art-thérapie. Bref, cette prise en charge totale de la victime et son accompagnement tout au long de la procédure. Et ce modèle-là, qui doit être fait en partenariat avec les autorités locales et nos postes, ne coûterait pas si cher que ça, parce que, encore une fois, s'appuie sur le réseau associatif et le volontariat. Donc ça, c'est un très bon modèle. Il nous faut également parler de la plateforme StayView, qui est pilotée par Priscilla Routier, établie à Dubaï, qui a fondé The Sorority Foundation, et vous m'excuserez pour mon accent, c'est une application qui permet la mise à l'abri des femmes victimes de violences ou menacées en France. Et elle a créé pour l'étranger cette plateforme d'accompagnement et de soutien aux femmes françaises à l'étranger, avec le partenariat du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et les coordonnées sont aujourd'hui référencées sur tous les sites des consulats et des ambassades françaises à l'étranger. Ça, c'est très bien. Là, il va falloir que les pouvoirs publics financent, et je ne cesse de le demander. Ça coûte pas énormément d'argent, mais quand on fait appel au secteur associatif, il faut quand même subventionner parce que sinon, on s'en sort pas. Bon. Et voilà. Et cela étant dit, j'étais lundi à Bruxelles pour visiter la première maison des femmes ouverte à l'étranger. Alors, c'est pas tout à fait pour étudier leur modèle, voir comment eux ont fait. C'est pas tout à fait une maison des femmes, et néanmoins, ça s'en rapproche. Il y a un projet d'ouverture également au Mexique. S'agissant de la plateforme de soutien de violences faites aux femmes, il y a déjà des initiatives qui sont en train d'être prises au Danemark. Je vais dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour rencontrer des femmes saoudiennes qui tentent d'ouvrir aussi une maison des femmes, et on va voir si on peut pas essayer de développer une plateforme en parallèle. Voilà les différentes actions auxquelles je m'emploie, avec notamment le soutien et en concertation avec le ministère, et surtout Chloé Vialard et Priscilla Routier. Dernier sujet sur lequel on voulait vous entendre, Olivier Richard, c'est l'organisation des élections pour les Français de l'étranger, un sujet auquel vous vous intéressez. Le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé début janvier que les expatriés pourront voter par Internet aux différents scrutins, mais on n'a pas bien compris si cela concernait aussi la présidentielle. Est-ce que vous avez des précisions et quelle est votre position sur cette question? Est-ce que cela permettrait une meilleure participation? Alors, Jean-Noël Barrot a dit lors de la conférence des ambassadeurs qu'il souhaitait que le vote par Internet, qui a été tant utilisé pendant les législatives anticipées, puisse être étendu à toutes les élections françaises organisées à l'étranger. Ayant travaillé pendant 20 ans avec Robert Del Pica, qui était sénateur des Français à l'étranger, et qui est le père du vote par Internet pour les Français à l'étranger, je ne vais pas dire autre chose que oui, bien sûr, il faut étendre le vote par Internet à toutes les élections. Pourquoi? C'est pas tellement pour remonter la participation, car on sait maintenant, on a du recul, le vote par Internet, c'est depuis 2003 pour les Français à l'étranger. C'est pas tellement pour remonter la participation, car on sait que les gens votent lorsqu'il y a un enjeu. C'est pas parce que c'est plus simple qu'ils vont voter, c'est parce que ils sont très motivés pour le faire en raison, et on l'a bien vu lors des législatives anticipées, en raison des enjeux de l'élection. Cet été, il y a eu plus de 400 000 votes par Internet, alors même que le vote par Internet était organisé dans la catastrophe, et il faut féliciter les équipes du ministère qui ont réussi à obtenir qu'il soit proposé, et féliciter ceux qui l'ont mis en œuvre, parce que même s'il y a eu des couacs, ça a été possible, et ça a été largement utilisé. Donc c'est très bien, et il faut évidemment y réfléchir pour le reste, parce que ce que j'identifie comme principal problème pour les élections françaises à l'étranger, c'est la multiplicité des modalités de vote. Il y a plein de scrutins différents et on ne peut jamais voter de la même façon pour aucun de ces scrutins. S'agissant des élections locales, que sont les élections consulaires, on peut voter par Internet et en personne. Il n'y a pas de vote par correspondance postale et il n'y a pas de vote par procuration. S'agissant des législatives à l'étranger, il y a du vote par Internet, du vote par correspondance postale, du vote par procuration et du vote en personne. S'agissant des européennes, des référendums et de la présidentielle, c'est encore autre chose puisqu'il n'y a que le vote en personne ou par procuration et c'est tout. Voilà. Donc, il y a un problème d'harmonie qui ne permet pas la création d'un réflexe
Et la création d'un réflexe, qui est une habitude, doit venir à force de répétition et d'uniformité des modalités de participation. Plus c'est simple, plus c'est compréhensible, moins ça freinera les gens. Donc je ne suis pas convaincue que ça remontera la participation, mais à minima, comme on a eu environ 16% de participation aux dernières consulaires, on peut quand même se dire que un peu de simplicité ne nuirait pas. Merci beaucoup Olivier Richard d'avoir participé à ce rendez-vous dans toute confidence sur lesfrançais.press et qui revient très vite pour un prochain numéro. Merci à vous.